Ah, tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées les unes sur les autres. Tu étires ton bras droit et tu tombes sur des restes de nouilles collantes que tu as mangées hier soir. Ta jambe s'éclate sur le gâteau au chocolat de la semaine dernière et tache ton matelas. Il y a des papiers, des vêtements, des livres, des boîtes en carton avec de la nourriture encore dedans et d'autres déchets dégoûtants partout sur ton grand lit. Tu es trop paresseux pour sortir du lit, mais tu dois quand même aller travailler. Tu pousses tous ces déchets et les fais glisser sur le sol déjà jonché de détritus. Il y a des bouteilles en plastique, d'autres déchets de malbouffe, des vêtements, de la vaisselle sale et des poils d'animaux sur le sol. C'est collant et cela recouvre chaque centimètre carré au point que tu as l'impression de marcher sur de la lave. Tu fixes la fenêtre sale, tu te regardes dans le miroir et tu boudes. Ce n'est pas le toi que tu imaginais être il y a un an. Le soleil brille et tu viens d'acheter ta toute nouvelle maison. C'est un endroit agréable à l'extérieur de la ville, dans un petit quartier sympathique entouré de clôtures en bois et de jardins fleuris. Tes voisins viennent te saluer au moment où tu arrives dans l'allée. Ils apportent un plat fait maison et de délicieux desserts pour te souhaiter la bienvenue dans le quartier. Tu les acceptes avec joie et tu te rends à l'intérieur de ta nouvelle maison. Tout au long de la semaine, tu déballes tes affaires et tu ranges tes meubles. Tu viens également de décrocher un nouvel emploi qui t'a permis de te payer cette maison. Tu te lèves tous les jours à 6 heures et tu rentres à la maison à 22 heures. Ce nouvel emploi te paie bien, mais tu n'as pas de temps pour toi ni pour mettre de l'ordre dans ta maison. Au cours des mois suivants, tu commences à commander de la nourriture tous les soirs et à apporter les restes au travail. Tu n'as pas changé tes draps de lit depuis ton arrivée et tu n'as pas passé l'aspirateur sur le sol depuis que tu vis là. L'odeur à l'intérieur est de plus en plus forte, étant donné que tu ne sors pas non plus les poubelles et que tu n'ouvres pas les fenêtres pour aérer la maison. Tu as également renoncé à trier ton linge sale. Tu n'as plus de vêtements propres, alors tu réutilises les mêmes vêtements pour le travail. Mais ils sont couverts de taches de nourriture. La salle de bain ne donne vraiment pas envie d'y aller. L'eau coule et déborde sur le sol, ce qui rend l'intérieur humide. Comme la lumière du soleil ne pénètre pas, les moisissures se développent à toute vitesse, offrant un foyer à diverses bactéries et parasites. Il n'est pas étonnant que tu te fasses porter malade tous les mois. Tant de travail t'a fait perdre de vue ta maison et a affecté tes performances au bureau. Tu as déjà reçu plusieurs avertissements et on t'a dit de prendre soin de toi et de t'acheter de nouveaux vêtements ou de laver ceux que tu as. Mais plus tu achètes de vêtements, plus des piles de vêtements sales apparaissent dans toute la maison. Il n'y a plus d'endroit pour dormir. Ton lit est une montagne de déchets et ton canapé abrite des cartons que tu n'as même pas déballés depuis que tu as emménagé. Tu commandes un sac de couchage et tu t'installes dans la cuisine sale. Les cafards rampent sur chaque centimètre du sol de la cuisine, du comptoir et des moindres recoins. Les rats ont rongé la plupart des meubles en bois et créé un réseau de tunnels souterrains qui leur permet d'accéder à toutes les pièces de la maison. Tu entends leurs petites griffes taper sur le carrelage chaque fois qu'elles passent devant ton oreille. Tu essayes de dormir, mais la vaisselle dans l'évier est tellement empilée que le robinet qui goutte fait couler l'eau à travers les assiettes et les verres et t'éclabousse le front. Tu ramasses ton sac de couchage et tu le poses au sous-sol. L'odeur est insupportable. Il y a de la mousse qui pousse dans tous les coins et même une petite flaque d'eau stagnante qui croupit et sert d'abri aux moustiques, bactéries et autres vermines. Les rats et les souris utilisent cette petite piscine comme lieu de baignade pour organiser des fêtes et se nettoyer après une longue journée passée à manger ta nourriture et à créer des tunnels. Il y a des milliers de rats dans tous les coins, mais avec le temps, disons qu'ils ne te dérangent plus. Tu vois des petits nids de bébés rats dans les coins sombres. Les murs en bois sont en train de s'effondrer, rongés par les termites et la moisissure. Tu te réveilles le lendemain avec des empreintes de rats sur tout le corps et tu vas au travail. Mais tu te fais mettre à la porte et tu es renvoyé chez toi pour te laver. Tu essayes de prendre une douche, mais les tuyaux sont bouchés.
et seules quelques gouttes d'eau sale atterrissent sur ton corps. Tu vas dans le jardin où il y a une parcelle de terre où tu devais construire une piscine, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Tu poses ton sac de couchage sur la terre et tu essaies de trouver le tuyau d'arrosage pour te nettoyer. Mais les rats ont rongé le plastique et il ne peut pas asperger correctement. Quoi qu'il en soit, tu te rinces avec de l'eau et tu essaies de te sécher avec des sacs poubelles, puisque tu ne trouves pas les serviettes dans cette mer d'ordures. Tu retournes à l'intérieur pour regarder la télévision, qui étonnamment fonctionne toujours. Tu libères un peu d'espace sur ton canapé et tu commandes une pizza. Tu as une pile de boîtes à pizza empilées les unes sur les autres, qui forment une table basse de fortune, et tu poses tes jambes dessus. La pression et le poids de tes jambes font fuir les insectes qui mangeaient les restes de croûte et de fromage. On sonne à la porte et tu te lèves pour répondre. Le livreur est déjà dans sa voiture et s'éloigne de la puanteur. Ils te connaissent tous maintenant. C'est une bonne chose que tu aies payé en ligne. Tu retournes regarder ton film en voyant d'autres bestioles ramper sur ton téléviseur. Les heures passent et tu réalises que tu dois te lever tôt pour aller travailler. Tu fais un peu de place pour dormir, mais tu t'écorches la tête sur un objet pointu qui traîne sur le canapé. Les mois passent, les voisins cessent de te parler, voire t'ignorent carrément. Ils t'évitent dès que tu sors de chez toi. La plupart du temps, ils font des commérages et des commentaires sur ta maison. Tous les parasites qui proviennent de chez toi se répandent dans le quartier. Les voitures de contrôle des nuisibles vont et viennent dans le quartier et visitent une nouvelle maison chaque jour. Les mouches et les asticots ont colonisé ta maison au point qu'il est impossible de se promener sans avoir des mouches autour du visage. Tous ceux qui passent dans le quartier savent que ta maison est la source de l'infestation. Plusieurs mois passent et ta maison est méconnaissable. Il est impossible de voir le sol et les murs sont couverts de rayures. Les rats ont pris le pouvoir et grignotent à peu près tout. Ils sont devenus tes nouveaux amis quand tu manges et finissent même des restes pour toi. Le sous-sol est complètement inondé et l'eau s'écoule jusqu'à la rue principale. D'autres créatures ont trouvé refuge chez toi, notamment des chats et des chiens errants, des ratons laveurs, des opossums et même des chauves-souris. Tu as du verre cassé partout sur le sol à cause des ampoules cassées et ton matelas est troué de partout. Tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées sur toi et tu te regardes dans le miroir. C'est le premier anniversaire de ton arrivée et ce n'est pas la vie que tu avais imaginée. Par la fenêtre, tu vois tes voisins qui vendent leur maison. Certains sont déjà partis, y compris celui qui t'a accueilli lorsque tu as emménagé. Tu te retournes et, comme si c'était la première fois, tu vois enfin que ta maison est en désordre. Tu repères une photo de toi accrochée au mur. Tu l'as installée là quand tu as emménagé. Tu décides de réparer ta maison et de tout nettoyer. Tu sais que cela prendra des semaines, voire des mois, mais tu laisses tomber le travail et tu commences par ranger ta chambre. Tu prends des boîtes entières de sacs poubelles et tu commences à mettre les ordures dedans. Tu achètes 3 nouveaux aspirateurs et tu commences à ramasser toute la poussière et les débris qui se sont accumulés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Après quelques heures, tu as plus de 20 sacs poubelles devant ta maison qui attendent d'être ramassés. Il faudra nettoyer les tâches et jeter les meubles cassés. Après 2 mois de travail acharné, tu parviens à te débarrasser de toutes les ordures que tu peux trouver. Il te faut encore 1 semaine pour écurer les sols et les murs et commander de nouveaux meubles pour remplacer ceux qui sont cassés et mâchouillés. Le plus grand défi est de se débarrasser des parasites qui restent et de résoudre le problème d'eau dans le sous-sol. Après avoir passé quelques coups de fil, tu fais appel à des professionnels pour réparer l'eau et te débarrasser de la vermine. Il te faut 4 mois au total pour transformer ta maison en un endroit frais comme la menthe où il fait bon vivre. Ton jardin fleurit et tu retournes au travail dans des vêtements frais avec un large sourire. Et tu fais la connaissance de tes nouveaux voisins qui ont déjà entendu parler de toi. Oui, tu as du pain sur la planche, n'est-ce pas? Place au direct, avec une nouvelle de dernière minute. Tous les serpents ont soudainement disparu. Si tu voyais cela aux informations, que penses-tu qu'il se passerait? Eh bien,
Voldemort ne serait certainement pas ravi d'entendre ça, et les autres Serpentards non plus. Poudlard aurait 3 maisons au lieu de 4. Le Fourchelant ne servirait plus à rien. Ok, les fans d'Harry Potter, revenons à la réalité. Comment cela nous affecterait-il? Voyons d'abord le bon côté des choses. Les personnes souffrant d'ophidiophobie, c'est-à-dire de la peur des serpents, seraient profondément soulagées. Nous sommes tous d'accord pour admettre que les serpents ne sont pas les animaux préférés de tout le monde. Certains sont venimeux, ceux qui ne contribuent pas à arranger leur réputation. On oublie souvent que ces animaux préfèrent généralement battre en retraite lorsqu'on les rencontre. Ils peuvent se mettre sur la défensive s'ils se sentent menacés, mais lorsqu'on les laisse en paix, ils n'ont aucune envie de se frotter à nous. Enfin, essaye toujours d'expliquer ça à des personnes atteintes de phobie. Désormais, elles pourront pratiquer des activités de plein air, telles que l'escalade, comme tout un chacun. Néanmoins, nous aurions bien d'autres soucis en l'absence de ces serpents. La structure d'un écosystème fonctionne comme un mécanisme bien huilé. Chaque espèce y joue un rôle important. Et si l'une d'entre elles se met à faire défaut, les autres en seront affectés. Les serpents ne font pas exception à la règle. Ils se nourrissent principalement de souris ou de rats. Ils aident à contrôler les populations de rongeurs et d'autres petits mammifères. Ce qui est également important pour enrayer la propagation des maladies. Il n'y a qu'à repenser à la propagation de la peste à l'époque médiévale. L'élimination de tous les reptiles pourrait entraîner un désastre similaire. Savais-tu que la peste bubonique n'avait jamais complètement disparu? Elle a également été observée à l'époque moderne, à Madagascar par exemple, en 2008. Il est donc bon d'avoir quelques serpents pour nous protéger de pareilles épidémies. Les serpents sont d'excellents chasseurs. Ils tendent des embuscades à leurs proies en utilisant leur sens surdéveloppé afin de les débusquer et de les traquer. Ils sont extrêmement mobiles, peuvent se faufiler dans des fissures, ramper sur des parois rocheuses et même nager. Certains sont même capables de voler. Enfin, en quelque sorte, les serpents volants ne peuvent pas vraiment prendre d'altitude, mais ils peuvent planer. Ils exploitent l'élan de la chute libre et les contorsions de leur corps afin de se laisser porter par les flux ascendants. Ils peuvent donc attraper leur proie de différentes manières. Si nous imaginons un monde sans eux, cela nous conduira à une autre phobie. Permets-moi de te présenter la musophobie. Il s'agit de la peur des souris et des rats. Les personnes atteintes de cette phobie auront bien du mal à supporter tous ces rats qui gambadent en liberté, puisqu'il n'y a plus de serpents pour les manger. Sans compter qu'un seul couple de rats peut engendrer 1 million de descendants en l'espace d'une seule année. Bonjour les dégâts sur les cultures. Une surpopulation de rongeurs peut entraîner une pénurie de nourriture globale et une concurrence acharnée pour les ressources. Comme une petite ambiance de Hunger Games, tu ne trouves pas? Et les souris ne seraient pas notre unique problème. On peut aussi ajouter les insectes à la liste. Là encore, sans serpents, ils envahiraient nos rues. Les reptiles jouent également un rôle important dans l'ordre naturel et la chaîne alimentaire en tant que proie. Les serpents manqueraient beaucoup aux mangoustes, aux aigles et autres rapaces. En fin de compte, certaines populations de grands mammifères déclineraient à leur tour, ce qui pourrait conduire à l'extinction de quelques espèces. Ensuite vient la médecine. Ces créatures manqueraient aux scientifiques et aux chercheurs. Le venin de serpent est la clé du développement de certains remèdes. Par exemple, certains médicaments contre le diabète et les maladies cardiaques ont été dérivés du venin de serpent. Les patients qui en ont besoin seront donc également impactés. Quand on parle de serpent et de médecine, il y a autre chose qui vient à l'esprit. C'est le Botox. S'agit-il vraiment de venin de serpent? Non, le venin employé dans ces injections pour la peau ne provient pas de l'animal en lui-même. Il s'avère que ce composant est surnommé le Senheike. Il s'agit d'un ingrédient synthétisé par l'homme et conçu pour imiter les effets du venin de vipère des temples. Maintenant, imaginons ce que serait la vie sans les serpents. On commence par le premier jour. Les gens ne remarquent pas immédiatement l'absence de ces créatures. Ainsi, au cours de la première semaine, et particulièrement dans les villes, les gens ne se rendraient pas compte que tous les serpents ont disparu. Les gardiens de zoos pourraient commencer à paniquer. Les nouvelles de la disparition de nombreux serpents dans les vivariums feraient la une.
La sécurité aurait beau examiner toutes les images de vidéosurveillance, ils seraient choqués de découvrir que les serpents ont disparu dans la nature. Après la diffusion de cette nouvelle, les autorités diligenteraient probablement une enquête pour vérifier s'il reste encore le moindre serpent dans le pays. Le problème deviendrait ensuite mondial. Une commission internationale serait créée pour enquêter sur ce qui a pu arriver à ces reptiles et sur ceux qui pourraient être faits y remédier. Le temps que les autorités et la population comprennent la gravité de la situation, les écosystèmes commenceraient déjà à changer. Les gens vivant en milieu urbain pourraient ne pas être directement affectés au cours des premiers mois. Mais par la suite, ils verraient plus de souris dans leurs maisons et dans leurs rues. Environ 500 000 souris résident dans le réseau de tunnels du métro londonien, par exemple. Le nombre peut varier, mais de très nombreux rongeurs vivent dans les grandes villes, et ceci deviendrait bien plus hardi. Tu n'aurais qu'à ouvrir un placard de cuisine pour tomber sur une souris qui te scrute, blottie derrière un pot de beurre de cacahuète. De nouvelles opportunités de carrière se présenteraient, car la demande de logement à l'épreuve des rongeurs monterait en flèche. Les autorités pourraient introduire de nouvelles taxes en vue de lever des fonds pour faire face à cette nouvelle situation. Après tout, elles devraient fournir aux gens des lieux de vie sûrs. Bien entendu, les villes ne seraient pas les seules à être affectées par l'absence de serpents. Les campagnes auraient encore plus de problèmes. Sans serpents, le nombre d'animaux nuisibles augmenterait. Ceux-ci commenceraient à détruire les cultures et les habitats d'autres animaux, et les agriculteurs auraient de sérieux problèmes. Les institutions devront soutenir les cultivateurs et trouver des moyens de protéger l'environnement, ce qui devrait être leur priorité absolue. Les chercheurs et les scientifiques, quant à eux, devront assumer une immense responsabilité. Peut-être recréeront-ils des serpents en laboratoire, qui pourraient être aussi nutritifs que les vrais. Ainsi, des rapaces comme les aigles pourraient les chasser et continuer à prospérer. Ce à quoi ressembleraient ces serpents artificiels demeure un mystère. Je ne peux pas me le figurer et je te laisse le soin de l'imaginer. Si nous avancions de 5 ans depuis le premier jour du monde sans serpents, nous serions confrontés à une planète entièrement changée. Peut-être aurions-nous même une journée spéciale pour cela. Le 5 anniversaire du monde sans serpents. Les différences seraient évidentes, mais d'ici là, les gens se seraient probablement habitués à vivre dans un tel monde. Certains restaurants auraient déjà modifié leur menu. Adieu la soupe de serpent hongkongaise. Ensuite, de nouveaux musées seraient consacrés aux serpents. On pourrait y lire l'histoire de leur évolution et y admirer leurs fossiles. Tu t'arrêteras peut-être à la boutique de souvenirs du musée pour acheter un stylo en forme de serpent pour ton pote. Enfin, nous serions encore en train de chercher des alternatives au venin de serpent dans le domaine de la médecine. Certes, ce serait un soulagement pour les personnes qui présentent des réactions allergiques à leurs morsures. Mais ces animaux sont indispensables à certaines études et à certains médicaments. Les chercheurs se préoccuperaient donc encore de trouver des alternatives capables de remplacer le venin de serpent. Si nous avancions de 200 ans, nous verrions un monde où les gens ont complètement accepté que les serpents ont disparu pour de bon, à tel point que les plus jeunes sauraient seulement qu'un animal nommé serpent a autrefois vécu sur cette planète. Ils apprendront à connaître cet animal dans les livres d'histoire et les vidéos d'archives. Les livres de coloriage représenteront chiens, chats et poulets, mais pas de serpents. Les créatures mythologiques comme Méduse la Gorgone et Chaméran deviendraient encore plus fascinantes. Oh, et nous ne comparerions plus une personne sournoise à un serpent. Il y aurait un nouveau sobriquet pour eux. Nous avons en tout cas survécu à l'ère glaciaire, aux météorites et à bien d'autres défis. Alors nous trouverons probablement une solution. Croisons les doigts pour que ce scénario ne devienne jamais réalité. As-tu une autre idée de la façon dont les événements pourraient se dérouler dans un monde sans serpents? Une étrange activité sismique commence dans le monde entier. Les volcans de la planète se réveillent. Mais au lieu d'émettre de la lave, des pierres brûlantes et des cendres noires, ils libèrent un gaz invisible qui remplit lentement l'atmosphère. Ce gaz est sans danger pour tous les mammifères ainsi que les insectes, mais pour une raison inconnue, il nuit à l'homme. Masques à gaz, médicaments, rien n'y fait. C'est comme si la Terre disait « Hé, les gens, j'en ai assez, dégagez d'ici !» Pour survivre, l'humanité décide de s'installer dans un endroit où les gaz ne peuvent pas parvenir, sous l'eau. Nous entamons une migration mondiale vers les mers et les océans. La première chose à faire est de construire des villes sous-marines.
Les ingénieurs utilisent des métaux anti-corrosion et des matériaux de construction qui ne sont pas entamés par l'humidité, de sorte que la construction ne pose aucun problème. Mais il y a trop de monde sur la planète, ce qui signifie que nous devons nous éloigner de plus en plus du rivage. Et plus les fonds sont profonds, plus la pression est forte. Pour construire une maison sous-marine ordinaire, il faut créer des équipements capables de résister à la colonne d'eau qui les surplombe. De plus, il faut des matériaux coûteux. L'acier inoxydable ne suffit pas. Il faut des alliages de métaux solides pour résister à une pression colossale. Tout cela prend beaucoup de temps et, tandis que certains construisent des villes en s'enfonçant mètre après mètre, d'autres s'entassent dans les zones côtières. Les étangs et les lacs sont en passe de devenir les meilleurs endroits où vivre. Tout d'abord, il est beaucoup plus facile de nager en eau douce. Les gens dépensent beaucoup moins d'énergie et de temps pour s'y déplacer. Deuxièmement, l'eau douce ne nécessite pas le puissant système de filtration utilisé dans les mers et les océans. Enfin, il y a moins de monde dans les étangs et les lacs, ce qui rend l'eau plus propre. Par conséquent, les riches font tout pour les accaparer et les pauvres sont relégués aux océans. De grandes marques automobiles créent des sous-marins élégants et des navires étanches dotés de systèmes de filtration. Des scientifiques et des ingénieurs mettent au point une technologie qui permet d'extraire rapidement l'oxygène de l'eau. Une boîte équipée de cette technologie remplit en permanence chaque maison d'air frais. Un autre boîtier spécial aspire tout le dioxyde de carbone de la pièce et le rejette dans l'eau. Les marques de vêtements créent des combinaisons de plongée élégantes. L'océan étant froid, les créateurs installent des systèmes de chauffage à l'intérieur des vêtements. Autrefois, les gens collectionnaient les baskets, mais aujourd'hui, ils portent des palmes à la mode. Il existe des milliers de modèles de palmes, avec des gravures et des motifs variés. Des gens créent des turbines sous-marines pour produire de l'électricité et construisent des tubes immergés sous vide à l'intérieur desquels circulent des trains à grande vitesse. Mais le plus remarquable, ce sont les fermes aquatiques où le bétail mange de l'herbe et des graines. Il existe également des serres où les plantes produisent de l'oxygène supplémentaire. Le corps humain change également. Sa peau devient plus lisse et ses muscles se renforcent. La vie dans l'océan consiste à surmonter en permanence la résistance de l'eau. En outre, il faut emporter une bouteille d'oxygène avec soi, de sorte que chaque jour est comme un bon entraînement à la salle de sport. Regarde plutôt les champions olympiques de natation. Désormais, la plupart des gens ont une charpente similaire. Des médecins, des biologistes et des ingénieurs s'unissent pour créer des masques uniques qui permettent de respirer dans l'eau comme des poissons, sans bouteille d'oxygène. Sous l'eau, les gens reçoivent beaucoup moins de lumière du soleil et perdent de la vitamine D, ce qui entraîne des dépressions et affaiblit leur système immunitaire. Pour résoudre ce problème, les scientifiques construisent d'énormes lampes à ultraviolets qui éclairent l'ensemble des fonds marins. Les gens s'habituent à une nouvelle vie. Dans un sens, elle n'est pas très différente de la précédente. Tout le monde fréquente les cafés, les cinémas, les magasins et les salles de sport. Les gens reçoivent une éducation, travaillent et sont soumis au même système juridique qu'auparavant. Sauf que maintenant, au lieu de marcher dans les rues, ils barbotent. Les fonds marins sont riches en pétrole, en minéraux et autres éléments de valeur. Cela garantit la croissance de l'économie. Des mégalopoles sont apparues dans les eaux profondes des océans, et les mers et les lacs deviennent de simples stations balnéaires. Les conditions à la surface deviennent totalement inadaptées à l'homme, et les générations suivantes ne savent même plus ce que c'est que de vivre sur la terre ferme. Pendant ce temps, les traces humaines à la surface disparaissent. Les maisons abandonnées sont envahies par la mousse et les plantes grimpantes. Les animaux se répandent dans les villes. L'activité sismique provoque des tremblements de terre qui font s'effondrer la plupart des bâtiments. L'humanité a fait place à une nouvelle espèce, les poissons. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, l'océan était peuplé de monstres géants. Les petits poissons n'étaient pas en mesure de lutter contre ces mastodontes et nageaient donc le plus près possible du rivage. Puis, au fil de l'évolution, ils ont commencé à changer. Les poissons se sont dotés de membres et ont appris à ramper sur le sol. Au bout de quelques centaines de millions d'années, ils ont commencé à se transformer en mammifères. Et c'est alors que les hommes sont apparus. C'est du moins ce que dit la théorie de l'évolution. C'est à peu près la même chose qui s'est produite avec les poissons modernes. Seulement, au lieu des monstres marins, ils ont dû faire face aux hommes dans l'océan. La lumière vive, la consommation d'oxygène, les émissions de gaz nocifs et les déchets ont forcé les poissons à migrer d'abord dans les profondeurs des océans. Puis, lorsque les humains ont commencé à maîtriser les profondeurs, les poissons sont remontés à la surface. Pas tant par manque de place dans l'océan, mais parce que les gens ont commencé à pêcher à outrance. Il est difficile de cultiver des céréales, des fruits et des légumes sous l'eau.
même dans des fermes hermétiques. Par conséquent, pour reconstituer leurs réserves de nourriture, les gens se sont mis à pêcher. Pour survivre, les habitants des mers ont donc dû nager jusqu'à la surface. Aujourd'hui, les poissons ont des membres qui leur permettent de ramper. Mais lorsque le danger que présentait l'homme disparaît, les poissons sont confrontés à un nouveau problème. Les mammifères, la population d'ours, de tigres, de loups et de tous les autres animaux a augmenté depuis que les hommes ont quitté la surface. Les prédateurs règnent désormais sur les continents. Une lutte acharnée pour la survie commence. Les poissons apprennent à se camoufler pour se cacher de leurs ennemis. Beaucoup se dotent d'éperons venimeux, tandis que d'autres acquièrent la capacité de frapper fort avec leurs nageoires. Mais eux sont les pieuvres qui évoluent le plus rapidement. Ces créatures intelligentes sont les premières à saisir des bâtons et des pierres pour se défendre contre les ours. Elles apprennent à creuser des trous dans le sol et à cueillir des fruits sur les arbres. Et bientôt, elles deviennent maîtresses du royaume marin. Pendant ce temps, les humains construisent de puissants vaisseaux spatiaux pour trouver une autre planète à habiter. Il y a trop peu d'espace dans l'océan, et l'eau est trop sale. Les systèmes de ventilation pompent trop d'oxygène de l'océan et libèrent beaucoup de dioxyde de carbone. Les algues et le phytoplancton, qui fournissent plus de la moitié des réserves mondiales d'oxygène, disparaissent à cause de l'activité humaine. Les gens comprennent qu'ils doivent quitter la Terre. La migration progressive commence. Au cours de plusieurs siècles, l'humanité est évacuée de la planète à bord de vaisseaux géants. Ils s'envolent vers une exoplanète située à quelques centaines d'années-lumière de la Terre. Les pieuvres deviennent plus intelligentes que les mammifères. Elles voient des millions de vaisseaux gigantesques sortir de l'océan et s'élever dans le ciel. L'image leur semble familière. Il y a un souvenir d'événements similaires quelque part dans les tréfonds de leur ADN. Le cerveau des pieuvres se développe plus rapidement grâce au gaz provenant des volcans. Elles deviennent les souveraines à part entière de la planète. Les animaux et les poissons vivent à leur côté comme de simples animaux de compagnie. Puis, les pieuvres construisent des maisons, inventent la roue et maîtrisent le feu. À partir de ce moment, une nouvelle page est tournée dans l'histoire de la planète. L'ère des pieuvres. Elles créent leur civilisation et trouvent des traces de l'ancienne. Des archéologues dotés de tentacules suggèrent que d'étranges créatures vivaient autrefois sur Terre. Elles avaient 4 membres et pouvaient y marcher debout. Ces créatures ont bâti leur civilisation ici, mais il s'est passé quelque chose de sorte qu'elles ont disparu. Pendant que les pieuvres tentent de comprendre ce qui est arrivé à la civilisation précédente, des hommes surfent dans les étendues de l'espace et rencontrent une nouvelle vie très intelligente. Ces humanoïdes ressemblent à des pieuvres, car ils ont de longs tentacules, de grands yeux et un cerveau protubérant. Ils racontent qu'ils vivaient autrefois sur la planète Terre, mais que les plantes et les arbres ont commencé à émettre une substance connue sous le nom d'oxygène qui a empoisonné l'air. Au début, les pieuvres se cachaient dans l'océan, mais l'oxygène emplissait les eaux. Elles ont donc décidé de quitter la planète. D'autres se sont adaptés aux nouvelles conditions et sont restés dans l'eau avec les poissons. Les hommes leur racontent ce qu'il s'est passé ensuite, y compris l'histoire de l'humanité, et les pieuvres de l'espace se rendent compte que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et dans ce cas,
Elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière, en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes.
Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie. De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être. Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme. Imagine une planète où chaque inspiration emplit ton corps d'énergie, comme un espresso. Le ciel au-dessus de toi est d'un bleu intense, tandis que des arbres gargantuesques s'étendent loin dans l'atmosphère, leurs feuilles d'un vert éclatant poussant à une vitesse stupéfiante. Ton footing quotidien devient un plaisir sans pareil. Grâce à l'abondance d'oxygène, tu deviens une version boostée de toi-même. La course à pied se fait sans effort, tandis que tu t'élances à travers le paysage et que tu soulèves des poids qui te paraîtraient normalement inamovibles. C'est comme si le monde lui-même était imprégné d'énergie. Tout va plus vite. La faune qui t'entoure est également affectée par cette surcharge d'oxygène. Les animaux gambadent sur Terre avec grâce, leur ossature massive propulsée par une agilité sans pareille. Imagine-toi dans une course-poursuite haletante avec un guépard dopé à l'oxygène, faisant face à un prédateur qui pourrait mettre la misère à une Ferrari. Tu te demandes peut-être comment un tel scénario peut être possible. Voyons voir. L'oxygène est le puissant carburant qui permet à la vie terrestre d'exister en tant que telle. Il constitue environ 21% de l'air que nous respirons et chaque inspiration que nous prenons transmet ces petites molécules à nos cellules, leur fournissant l'énergie dont elles ont besoin pour se développer. Sans oxygène, celles-ci seraient asphyxiées et nos corps s'effondreraient. Mais ce n'est pas tout. L'oxygène est une panacée qui fonctionne pour toutes sortes d'êtres vivants, des minuscules bactéries aux gigantesques éléphants. Il est même crucial sous l'eau, où il enrichit les océans. Des créatures étonnantes comme le plancton et les algues produisent beaucoup d'oxygène, créant ainsi un monde sous-marin prospère. Mais pour bien comprendre l'impact des niveaux élevés d'oxygène sur la planète, prépare-toi à un petit voyage dans le temps. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont testé des roches provenant de 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre. Et devine quoi? Ces roches contenaient de minuscules poches de gaz, qui montraient comment les niveaux d'oxygène avaient augmenté de près d'un tiers, en très peu de temps, comme une bouffée d'air frais à l'échelle planétaire. Les chercheurs ont donc étudié ces roches et découvert que les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Imagine des paysages luxuriants, des forêts impénétrables et d'immenses marécages qui s'étendaient à perte de vue. Au cours de la période du Carbonifère, l'oxygène imprégnait l'atmosphère avec une concentration impressionnante de 20%, tout comme aujourd'hui. Mais au cours des 50 millions d'années qui ont suivi, sa teneur est montée en flèche pour atteindre les 35%. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé?
L'augmentation du taux d'oxygène a provoqué un phénomène incroyable. D'immenses forêts ont poussé sur toute la Terre, créant un monde verdoyant à couper le souffle. De vastes marécages se sont répandus dans les zones de basse altitude, donnant au paysage un aspect surréaliste. Dans le même temps, les niveaux de gaz carbonique ont chuté. Normalement, lorsque les choses se décomposent, les microbes libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz agit comme une couverture chauffante, emprisonnant la chaleur du soleil et augmentant les températures. Mais dans ces marécages insondables où les plantes géantes mouchent en terre submergée, les microbes n'ont pas pu faire leur travail. Résultat, la planète est devenue très froide. Qui aurait cru qu'une bouffée d'air frais pouvait agir de façon si littérale ? Les scientifiques tentent toujours de comprendre pourquoi cela s'est produit. Mais une chose est sûre, le phénomène n'est pas apparu qu'à un seul endroit. Il s'agissait d'une tendance mondiale. C'est comme si la planète s'était amusée avec les boutons du thermostat. Mais remontons encore plus loin. Nous voyons les premiers dinosaures d'Amérique faire leur entrée. Les niveaux élevés d'oxygène ont donné un coup de fouet à l'essor de ces puissants sauriens à travers le globe. Imagine des tropiques peuplés de créatures immenses et majestueuses. Les dinosaures ne sont évidemment pas apparus de nulle part. Ils ont bénéficié d'un environnement changeant qui était parfait pour leur évolution. Les niveaux d'oxygène ont joué un rôle important dans cette parade des dinosaures, et l'accroissement de sa concentration a entraîné une augmentation de leur taille. À commencer par des prédateurs comme le Shindesaurus et, peu après, d'énormes dinosaures comme les sauropodes qui ont pris possession de la Terre. Puis, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu et ce sont les mammifères qui ont pris le relais. Et voici la partie la plus intéressante. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures. Comment expliquer cela ? Les mammifères, parmi lesquels les humains, soit dit en passant, ont la particularité de pouvoir réguler leur température corporelle. Mais cela a un coût. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour rester au chaud, contrairement aux reptiles et aux dinosaures. Les sauriens ne se préoccupèrent pas de réguler leur température et pouvaient donc concentrer leurs ressources vers leur croissance. Les plus grands dinosaures étaient environ 10 fois plus grands que les plus grands mammifères. C'est un peu comme un enfant prétentieux. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire en 10 fois plus grand. Les dinosaures avaient peut-être des limites similaires quant à leur taille maximale, mais elles étaient beaucoup moins strictes. Avant l'extinction des dinosaures, les mammifères étaient très petits, et de nombreuses espèces ont d'ailleurs disparu en même temps que les dinos. Mais les survivants ont profité de cet écosystème laissé vacant, et se sont rapidement diversifiés pour atteindre des tailles différentes. Toutefois, après 42 millions d'années de croissance, la taille des mammifères a atteint un plafond. Ce phénomène est observé sur tous les continents, très probablement en raison de la superficie des terres et de leur température. Les environnements plus froids ont permis aux mammifères de grossir, mais l'équilibre entre la taille du corps et la chaleur est devenu difficile à trouver. L'étendue des terres habitables a également joué un rôle dans le maintien de populations importantes. Mais l'accroissement de la taille des animaux n'est pas la seule chose que l'oxygène puisse accomplir. Ce gaz est un véritable touche-à-tout. Il agit également comme un fidèle garde du corps, nous protégeant des rayons UV nocifs et d'autres dangers en provenance de l'espace. Sans oxygène, nous serions sans défense face à de telles menaces. L'oxygène joue également un rôle prépondérant dans la formation des intempéries. Il s'associe à d'autres gaz dans l'atmosphère pour donner au ciel des allures de tornades, d'ouragans et d'orages électriques. Il se mélange dans l'air, créant les conditions idéales pour que ces phénomènes météorologiques d'ampleur se produisent. Ceux-ci peuvent s'avérer dangereux, mais ils remplissent une fonction importante. Ils contribuent à la distribution des nutriments et de la matière organique, en déplaçant la terre, les feuilles et autres débris vers de nouveaux endroits. Et si nous décidions de jouer avec les forces de la nature et d'augmenter les niveaux d'oxygène jusqu'à des niveaux insensés, 30, 40, voire même 50%, on sait tous qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. On parle de toxicité de l'oxygène lorsqu'une trop grande quantité de ce gaz se met à entraîner des problèmes de santé. C'est comme manger beaucoup de bonbons. C'est amusant au début, mais tu le regretteras bien assez vite. Étonnamment, une surdose d'oxygène peut te faire lutter pour respirer, comme un danseur épuisé qui aurait désespérément besoin d'une pause. Au début, tu peux ressentir un regain d'énergie, mais cela ne durera pas. Des vertiges se font sentir, comme si tu avais tournoyé sur la piste de danse pendant des heures sans t'arrêter. Dans les CA extrêmes, un excès d'oxygène peut même nuire à ton corps, te donnant l'impression d'avoir été percuté par un camion. Ainsi, bien que l'oxygène soit toujours à nos côtés et nous donne la vie, il est important d'apprécier son équilibre délicat
Ne te précipite donc pas sur le premier équipement respiratoire. De plus, nous ne serions pas les seules créatures à pâtir de cette orgie d'oxygène. Les mammifères, dans leur ensemble, auront du mal à s'adapter à ces niveaux extrêmes. L'équilibre des forces entre les espèces changera radicalement, et les gagnants lutteront pour leur survie dans un monde qui échappera à tout contrôle. Nous aurons besoin d'abris plus robustes pour faire face à ces animaux disproportionnés. Il nous faudra rester agiles pour éviter les dangers. Et au milieu de tout ce chaos, on observera des efforts d'adaptation étonnants. Les oiseaux voleront plus haut que jamais, surplombant jusqu'aux nuages. Prépare-toi également à des catastrophes naturelles plus nombreuses et à des écosystèmes à l'équilibre toujours plus précaires. Les incendies se déclencheront très rapidement et feront rage pendant des semaines, faisant des feux de forêt une menace constante. Même la plus petite étincelle provenant d'un feu de camp pourra provoquer un véritable désastre. Nous devrons repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage, afin de rester en sécurité dans ce monde suroxygéné. Mais n'oublions pas un autre aspect de l'oxygène. Si la teneur de notre planète était un peu plus faible, mettons environ 15%, nous serions confrontés à une lutte tout à fait différente. Chaque respiration serait difficile, ce qui nous épuiserait et nous laisserait constamment à bout de souffle. L'activité physique deviendrait extrêmement âpre et notre mémoire et notre concentration en pâtiraient. Soyons donc reconnaissants pour les niveaux d'oxygène dont nous disposons aujourd'hui. Ils représentent l'équilibre parfait pour nous permettre de nous épanouir. Au cours de notre aventure millénaire au sein d'un monde riche en oxygène, nous avons pu admirer des merveilles à couper le souffle et constater l'équilibre délicat de notre planète. Chérissons la magie de chaque respiration. Respectons le rapport qu'entretiennent l'oxygène et la vie. Et profitons de chaque instant de l'incroyable périple qu'est notre existence sur Terre. Imagine plutôt ça, c'est un beau dimanche matin et tu sors du lit. Tu fais quelques étirements et tu ouvres ta fenêtre pour voir qu'une magnifique journée t'attend avec un ciel bien dégagé. Mais attends, quelque chose cloche. La rue habituellement bondée est complètement déserte. Où est passé tout le monde ? Tu regardes de plus près et à ta grande surprise, tu te rends compte que tu es la dernière personne sur cette planète. Que vas-tu faire ensuite ? Soyons honnêtes, la réponse à cette question est simple. Tu peux faire tout ce que tu as toujours désiré. Le monde est ton terrain de jeu et tu es libre d'y vivre ta propre aventure. Envie de conduire une voiture de sport à une vitesse folle sur l'autoroute ? Vas-y, car il n'y a pas de circulation pour te freiner. Tu as envie d'une petite partie de golf depuis le sommet d'un gratte-ciel ? Pourquoi pas ? Qu'importe si tu finis par casser une fenêtre ou deux avec ta balle. As-tu toujours rêvé de vivre dans un immense manoir ? Devine quoi ? Tu peux maintenant. Tu as un monde de possibilités devant toi et rien ni personne ne peut t'empêcher d'en profiter. Bon, tu as eu ta dose de frissons et tu commences maintenant à te demander qu'est-ce qui vient ensuite ? Peut-être est-il temps de te mettre au travail et de comprendre la raison derrière cette soudaine disparition de tout le monde. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ? Et si tu n'étais pas le seul restant ? Tu pourrais commencer à chercher dans la ville, voir au-delà de ses limites, mais le monde est vaste et il se pourrait que tu n'y croises personne. Cette seule pensée est un peu terrifiante, n'est-ce pas ? Alors passons à des questions plus importantes, comme la façon dont tu vas survivre dans ce désert humain qui est désormais ton royaume. Il est temps d'affronter la réalité et de décider de la marche à suivre pour t'assurer de survivre à cette situation, et ce, quoi qu'il arrive. La première chose sur ta liste est de trouver de la nourriture et de l'eau potable. Bien sûr, tu disposeras d'une bonne réserve des deux pendant un certain temps, mais les produits périssables, comme les fruits et les légumes, ne dureront pas éternellement. Il serait donc préférable de les consommer en premier avant qu'ils ne se gâtent. Après tout, personne ne fait plus fonctionner les centrales électriques qui alimentent les réfrigérateurs des supermarchés, de sorte qu'ils finiront immanquablement par s'arrêter. En parlant de ça, il te faut également prendre en compte l'approvisionnement en eau. Au début, tu tâcheras de récupérer chaque bouteille d'eau que tu puisses trouver dans les magasins à proximité et de les ramener dans ton refuge. Mais hélas, tu finiras bien par manquer d'eau minérale et tu devras alors trouver un moyen de filtrer d'autres sources d'eau. Ce sera une tâche vitale pour assurer ta survie à long terme. Pense à te procurer un filtre à eau portatif comme celui-ci. Avec ça, tu pourras prélever de l'eau de n'importe quelle source, que ce soit une rivière ou même un puits que tu auras creusé toi-même, et la boire après qu'elle ait été purifiée dans cette bouteille. Bien,
Tu t'es régalé de tous les aliments périssables que tu avais accumulés pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il est maintenant temps de commencer à réfléchir à l'avenir et à tes réserves de nourriture sur le long terme. Comme il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner ton frigo et ton congélateur, tu devras compter sur des aliments non périssables, comme le riz, les haricots et les conserves. Celles-ci seront tes fidèles compagnonnes dans ta quête de survie. Cependant, avec le temps, il te faudra envisager des sources de nourriture durables. Et c'est là que de solides compétences en agriculture entrent en jeu. Tu devrais commencer à apprendre comment faire pousser tes propres cultures avant que tes réserves ne soient totalement épuisées. Parlons du matériel médical. C'est un aspect crucial de la survie dans un monde où il n'y a personne vers qui se tourner pour obtenir une quelconque assistance. Ta meilleure option est de piller autant de pharmacies que possible et de constituer des réserves pour parer à d'éventuelles urgences. Il est également essentiel de faire preuve de prudence, car il n'y aura aucun médecin pour t'aider si tu subis des blessures graves. Lorsque tu es le dernier humain sur Terre, tu vas devoir acquérir tout un tas de compétences si tu veux continuer à subsister. On parle ici de la chasse, des premiers soins, de la cuisine et bien d'autres choses encore. Il ne s'agit pas seulement de cultiver et de filtrer ton eau, même si ces choses sont primordiales. Dans ton quotidien, tu te reposes probablement sur un ensemble d'autres personnes sans t'en rendre compte. Mais dans ce nouveau monde, il te faudra te débrouiller seul. La bonne nouvelle, c'est que tu as tout ton temps pour apprendre de nouvelles choses et affiner tes connaissances. Tu te souviens de ces bibliothèques que tu avais l'habitude de traverser sans même y jeter un œil ? Maintenant, ce sont elles qui vont te permettre de devenir l'expert ultime en matière de survie. Et oui, tu n'auras plus Internet pour t'aider, mais tu devras réapprendre à faire les choses à l'ancienne. Tu voudras peut-être aussi avoir du matériel de survie avec toi en toute occasion, car tu pourrais te retrouver dans toutes sortes de pétrins sans personne d'autre pour te venir en aide. Avoir une trousse de randonnée comme celle-ci pourrait donc te sauver la vie. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour te repérer, rester au chaud et en sécurité, que ce soit en pleine nature ou en milieu urbain. Autant tu peux apprécier la solitude, autant tu pourrais finir par avoir cruellement besoin de compagnie. Bien sûr, tu pourrais adopter un ou deux animaux, voire construire ton propre zoo personnel si tu te sens assez ambitieux. Mais ne fais pas l'idiot. Tu ne veux pas te faire dévorer par une meute de fauves affamés, n'est-ce pas ? Contente-toi peut-être d'un chien ou d'un chat, ou même d'un oiseau capable d'imiter ta voix, histoire de pouvoir faire semblant d'avoir une conversation de temps à autre. Dans tous les cas, tu auras besoin de la compagnie d'un autre être vivant, alors commence à considérer tes différentes options. Donc, tu as ce monde entier pour toi tout seul, pas vrai ? Et tu peux vivre dans n'importe quelle maison, palais ou hôtel de ton choix. Ça a l'air génial, n'est-ce pas ? Mais soyons réalistes, vivre dans le luxe tout le temps peut vite devenir monotone. De plus, ces immenses bâtisses commenceront à se détériorer et à s'effondrer s'il n'y a personne pour s'en occuper. Peut-être vaut-il mieux fuir la ville complètement alors. Tu peux aller n'importe où, le monde t'appartient. Mais avant de commencer à faire tes valises, rappelle-toi que tu dois trouver un moyen de parvenir à ta destination. Le problème, c'est que toutes les voitures et autres camions seront inutilisables, car leur carburant se détériorera après quelques années. Par conséquent, tu voudras peut-être choisir un endroit où t'installer définitivement. Et à mon avis, il est probablement préférable d'éviter les régions aux conditions météorologiques extrêmes. Je veux dire, affronter un ouragan, une tempête de neige ou une tornade tout seul, c'est tout sauf une partie de plaisir. Et n'oublie pas les vêtements. Oui, je sais, tu peux absolument piller tous les magasins, essayer les tenues les plus funky ou te saper comme une superstar pendant un temps. Mais soyons pragmatiques, tu auras besoin de vêtements qui t'aideront réellement à survivre. Alors, assure-toi d'avoir quelque chose pour chaque saison et garde plein de vêtements chauds et de couvertures à portée de main. Une couverture de survie pourrait également s'avérer utile. Fais-en des réserves au cas où. Ça ne prend pas beaucoup de place et ça peut te sauver la vie. Même si tu déménages dans un endroit où il fait chaud tout le temps, il peut quand même faire assez frais la nuit, tu dois donc être préparé. Bon, je sais qu'évoquer le fait d'être le seul humain restant sur Terre peut sembler vraiment déprimant. Alors, abordons les aspects les plus sympathiques de la chose. Sans personne alentour, tu peux trouver toutes sortes de moyens de te divertir. Bien sûr, les compétences de survie sont cruciales, mais tu peux aussi découvrir de nouveaux passe-temps et faire preuve de créativité. Imagine apprendre à dessiner, à sculpter ou à écrire ton propre livre. Tu pourrais être le prochain Stephen King, et ce, sans la moindre concurrence.
Comment appellerais-tu ton chef-d'œuvre? Le survivant solitaire? Le guide ultime de la survie? Les possibilités sont infinies. N'oublie pas de continuer à te parler à toi-même ou à ton perroquet de compagnie, afin de ne pas oublier comment te servir de ta propre voix. Tu connais le vieil adage. Pour apprécier un peu mieux sa vie, il faut parfois se mettre dans la peau d'un étranger. Mais les gens qui t'entourent ont à peu près les mêmes goûts et les mêmes problèmes que toi, n'est-ce pas? Mais, et si tu pouvais expérimenter ce qu'était la vie humaine d'il y a des milliers d'années, ou même quelques centaines d'années, pourquoi pas? Crois-moi, tu serais surpris par les différences, et les similitudes aussi d'ailleurs. Commençons par une époque antérieure aux smartphones, aux chaînes de restauration rapide et même à l'électricité. Je parle de l'âge de pierre. À cette époque, nos premiers ancêtres vivaient dans des grottes, de simples huttes ou des tipis. Ils ne faisaient pas grand-chose, à part chasser et cueillir leur nourriture. Si tu avais vécu à cette époque, tu aurais peut-être utilisé des outils de base en pierre et en os. Tu en aurais eu besoin pour chasser toutes sortes d'animaux sauvages. Des oiseaux aux mammouths laineux, tu aurais même fait cuire tes repas avec un vrai feu. Et oui, les steaks et les barbecues remontent à loin. Mais les hommes de l'époque n'étaient pas que des brutes musclés et sans cervelle. Nos ancêtres ont également été les premiers à produire des œuvres d'art. Ils utilisaient toutes sortes de matériaux bizarres, comme des minéraux et du charbon de bois mélangé à de l'eau ou de la sève d'arbre pour réaliser leurs gravures. Ils sculptèrent même de petites figurines dans des pierres, de l'argile ou des os. À cette époque, l'humanité a également connu la dernière période glaciaire, ce qui a été une épreuve fatale pour beaucoup de grands mammifères que nos ancêtres avaient l'habitude de chasser. Évidemment, les choses ont commencé à changer. Les hommes ont commencé à utiliser des outils en pierre plus petits et plus polis, comme des lances et des flèches. Ils ont même commencé à vivre près des rivières et d'autres plans d'eau, dans des camps nomades. Imagine le glamping, mais sans les filtres photos que nous utilisons aujourd'hui sur Instagram. Plus tard, les premiers hommes sont passés de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à la production alimentaire. Ils ont commencé à domestiquer des animaux et à cultiver des céréales. Ils ont utilisé toutes sortes de nouveaux outils sophistiqués, comme des haches sculptées, et ont même commencé à s'installer dans les plaines. Je ne parle même pas des progrès qu'ils ont réalisés dans la construction des maisons et dans l'art. Ils tissaient, cousaient et fabriquaient des poteries comme personne. Notre prochain arrêt dans l'histoire, la Grèce antique. Tu veux savoir à quoi ressemblait ta maison à l'époque? Il s'avère que les maisons de la Grèce antique étaient reconstruites autour d'une cour ou d'un jardin. Cela ne semble pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais les murs étaient faits de bois et de briques de terre. Pas de béton ou d'acier sophistiqué. Quant aux fenêtres, elles étaient petites et sans verre. Il y avait des volets en bois pour se protéger des rayons du soleil. Il n'y avait probablement pas beaucoup de meubles à l'intérieur. Si tu avais la chance d'être riche, tu pouvais décorer tes murs et tes sols avec des carreaux et des peintures colorées. Malheureusement, lorsqu'il fallait répondre aux appels de la nature, eh bien, de nombreuses maisons n'avaient pas de toilettes ni de salle de bain. Les gens devaient donc se contenter de petits récipients ou même se laver dans les ruisseaux qui se trouvaient à proximité. Je veux dire, imagine à quel point cela devait être gênant. Seuls les riches avaient le luxe de prendre des bains à la maison. La nuit, les Grecs de l'Antiquité dormaient sur des lits rembourrés de laine, de plumes ou même d'herbes sèches. Et comme il n'y avait pas d'électricité, la seule lumière provenait de lampes à huile et de bougies vacillantes. Et si on parlait de mode maintenant? Il s'avère que beaucoup de gens marchaient pieds nus. Certains portaient des sandales en cuir, ou, pour monter à cheval, des bottes hautes. Lorsqu'il faisait chaud, certains mettaient des chapeaux à large bord pour protéger leur visage du soleil. Ce qu'ils maîtrisaient parfaitement, c'étaient les bijoux. Ils portaient de tout, des bracelets aux boucles d'oreilles, et même des colliers. En ce qui concerne les repas, les hommes et les femmes mangeaient généralement séparément. Les riches mangeaient toujours chez eux, tandis que les moins privilégiés se nourrissaient dans des endroits publics. Mais attention, tout le monde mangeait avec les doigts. La nourriture était donc d'abord découpée dans la cuisine. Envie d'être un chevalier au Moyen-Âge pour continuer? À l'époque, ces chevaliers en costume d'apparat vivaient dans des manoirs. Mais laisse-moi te dire qu'ils ne possédaient même pas leurs terres en réalité. Non, un seigneur leur accordait des droits sur les revenus d'un manoir ou d'autres terres. Au fil du temps,
Ces terres ont été transmises de génération en génération, comme un héritage familial. Oh, et oublie la division des terres entre tous les héritiers. La plupart des biens allaient directement au fils aîné. Désolé, les autres frères et sœurs, pas de bol. Et je ne parle même pas de la hiérarchie. La société était extrêmement divisée à l'époque. Les chefs d'État et les nobles les plus haut placés étaient au sommet et contrôlèrent de vastes territoires. Les nobles de rang inférieur exercèrent leur autorité sur des territoires plus restreints et sur un plus petit nombre de personnes. Et tout en bas de la liste des nobles, il y avait les chevaliers qui ne possédèrent même pas de terre et devaient servir d'autres nobles. Pas super marrant, n'est-ce pas? Cependant, la vie quotidienne n'était peut-être pas si mauvaise que cela. Tu aurais pu profiter de quelques activités de loisirs, comme jouer à des jeux, les parties d'échecs, et écouter les chansons des troubadours. Ces musiciens étaient d'incroyables auteurs-compositeurs, d'habiles poètes, mais aussi des chanteurs et des instrumentistes. Passons à la Renaissance. C'était une époque de changement, d'effervescence et de luxe. Les gens pouvaient enfin profiter de certaines des plus belles choses de la vie, comme de bons vêtements et des aliments plus savoureux. Et ils adorèrent les arts. Les rues étaient également remplies d'artisans et de marchands qui avaient tout loisir de dépenser de l'argent. Mais ne vous méprends pas, la vie n'était pas faite que de soleil et d'arc-en-ciel pour tout le monde. Les fermiers et les paysans devaient travailler dur toute la journée. Leurs maisons n'étaient guère plus que des cabanes d'une pièce, tandis que les riches marchands vivaient dans de gigantesques manoirs. Bien sûr, ces demeures étaient peut-être sombres, froides et malodorantes, mais au moins elles étaient spacieuses. Passons maintenant aux choses sérieuses, la mode. L'habillement était un sujet important à la Renaissance. Les riches disposaient de toutes sortes d'options, des manteaux ajustés pour les hommes aux longues robes pour les femmes. Les divertissements faisaient aussi fureur à la Renaissance. Si tu avais vécu à cette époque, tu aurais certainement aimé assister à des festivals, à des événements sportifs et jouer à des jeux comme les échecs, les dames et le backgammon. Mais le plus grand événement était le carnaval. Tu te serais déguisé de façon délirante et aurais organisé de grandes fêtes. Et bien sûr, il y avait le shopping. On se rendait sur la place du marché en ville, où les marchands et les artisans locaux vendaient leurs produits. L'argent n'était pas aussi réglementé qu'aujourd'hui. Et chaque ville avait sa propre monnaie, dont la valeur changeait constamment. Si tu avais eu la chance d'aller à l'école à la Renaissance, tu faisais sans doute partie des riches. Les nobles apprenaient et surtout la grammaire et l'arithmétique, mais certains étudiaient aussi la philosophie, le latin et l'art oratoire. Aucune autre période de l'histoire n'a probablement eu autant d'impact sur la vie humaine que la révolution industrielle. Mais qu'a-t-elle vraiment signifié? Imagine un peu, avant cette période, les gens fabriquaient des objets de leurs mains, chez eux ou dans de petits ateliers. Et puis quelqu'un a eu l'idée géniale de construire de grandes usines et d'utiliser des machines actionnées par des moteurs pour fabriquer des produits en grande quantité. Le premier pays à expérimenter cette nouvelle façon de faire a été l'Angleterre, mais le monde entier s'y est rapidement rallié. La révolution industrielle a commencé dans l'industrie textile, où la fabrication du tissu était un processus jusqu'à présent lent. Mais grâce à des inventions telles que la navette volante, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Avec toutes ces nouvelles machines et usines, les gens avaient besoin d'un moyen d'acheminer les matières premières et les produits finis. C'est là que les transports sont apparus. Le bateau à vapeur est arrivé en 1807. Puis quelqu'un a eu l'idée géniale d'installer un moteur à vapeur sur des roues, puis sur des rails. Et voilà, le chemin de fer est né en 1825. Comme tu peux l'imaginer, tous ces changements ont eu un impact important sur l'endroit où les gens vivaient et sur leur façon de travailler. Pour trouver du travail, il fallait peut-être quitter la campagne et s'installer dans des villes plus grandes. Mais les villes étaient souvent sales et surpeuplées. Et si les machines ont facilité le travail à certains égards, le travail en usine a aussi créé de nombreux problèmes pour les travailleurs. Ils ne gagnaient peut-être pas beaucoup d'argent, et pourtant le travail était souvent dangereux. Regarde plutôt ça. Un tourbillon écarlate balaie la côte australienne et se dirige vers la ville la plus proche. Cette tornade est unique, non pas par sa couleur, mais par ceux qui se cachent à l'intérieur. Il s'agit de grands requins blancs, de requins marteaux, de requins tigres et de requins bulldog. Des requins. Ils volent à l'intérieur de l'ouragan, claquant des mâchoires et tâchant d'attraper le premier morceau de viande.
Les gens qui assistent à ce phénomène bizarre de l'extérieur pensent qu'il serait peut-être temps d'arrêter de forcer sur la bouteille, mais c'est hélas la réalité. Une tornade de requins peut-elle vraiment exister? Ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. En 1877, une tornade plutôt inhabituelle a frappé une ferme du sud de la Californie. Environ 6 petits alligators d'à peu près 30 cm de long sont tombés du ciel ce jour-là. En 1894, une tornade a traversé l'Angleterre et a fait s'abattre des méduses venimeuses sur les gens. Il existe une version selon laquelle ceux seraient des têtards et non des méduses qui se sont répandues sur le sol ce jour-là, mais cela semble tout de même plus qu'étrange. Dans le Kentucky en 1876, une pluie de billes noires s'est déversée des nuages. Il y avait clairement de quoi s'en faire. Puis, des morceaux de viande sont tombés du ciel. Les habitants qui y ont goûté ont affirmé qu'elle avait un goût comparable à celui du mouton ou du gibier. Cependant, plus tard, les experts ont découvert qu'un groupe de rapaces avait survolé la région. Les oiseaux se seraient ressentis mal et auraient régurgité leur repas en plein volume. Et on peut supposer que les habitants de la région qui y ont goûté ont fait de même. En 1947, des poissons sont tombés du ciel à Marksville, en Louisiane. En 2005, une pluie contenant des milliers de grenouilles s'est déversée en Serbie. Et en 2010, une petite ville australienne a été frappée par une pluie de poissons. Des perches pour être précis. Imagine maintenant que tous ces phénomènes étranges aient été provoqués par une organisation secrète où travaille une bande de savants maléfiques. Et l'un d'entre eux, c'est justement toi. Tu décides donc de générer le cataclysme naturel le plus incroyable de l'histoire. Une tornade de requins, ou la fameuse Sharknado. Cela semble impossible, mais tu vas tenter le coup, parce que tu n'as tout simplement rien de mieux à faire. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une trombe marine. Il s'agit d'une colonne d'air en rotation remplie de nuages condensés. Ce tourbillon se produit pendant un orage lorsque l'air chaud libère une grande quantité de chaleur. Elle devient l'énergie qui fait bouger les courants d'air ascendants. L'air chaud et humide monte et l'air froid et sec redescend. La différence de température préserve cette instabilité et favorise le développement des tornades. Lorsqu'elle se forme au-dessus de l'eau, cette tornade devient une trombe marine. Elle peut aspirer des particules d'eau de mer, certains objets et même des poissons. Mais tout dépend de la force de ce tourbillon. Tu as sans doute vu des tornades soulever des voitures ou arracher les toits des immeubles. Une vidéo circule même sur Internet où l'on voit une tornade emporter des vaches dans les airs. Or, une vache ordinaire pèse à peu près 700 kilos. Mieux. À titre de comparaison, le grand requin blanc pèse environ 2 tonnes. Si une tornade est capable de soulever plusieurs vaches, elle peut tout aussi bien s'emparer d'un requin. Mais outre le grand requin blanc, il existe des requins tigres, des requins bulldogs et des requins marteaux. Aucun ne pèse aussi lourd. Il ne fait donc aucun doute qu'une tornade pourrait également les emporter dans les airs. D'accord, nous pouvons maintenant présumer que c'est dans le domaine du possible. L'étape suivante consiste à créer une véritable tornade. Pour ce faire, il faut chauffer l'air et le faire tourner. L'air froid commencera à descendre et tu obtiendras alors un tourbillon. Un ingénieur canadien du nom de Louis Michaud est parvenu à construire des appareils qui créaient des tornades. Il a réalisé plusieurs prototypes avant d'assembler un véritable moteur à tourbillon. Selon lui, tout le monde pourrait le faire. Cependant, ces tourbillons étaient très petits. Son appareil générait de minces filets d'air qui tourbillonnaient et produisaient des micro-tornades, lesquelles se dissipaient ensuite rapidement sous l'effet des vents plus forts. Michaud a commencé à développer cette idée dans le but d'obtenir une nouvelle source d'électricité. Mais il lui aurait fallu créer un tourbillon géant qui s'élèverait dans le ciel, afin d'alimenter plusieurs maisons. Il n'avait pas assez de moyens financiers ou d'opportunités pour le faire. Mais l'endroit où tu travailles, lui, a assez de liquidités pour accomplir un tel projet. Tu t'empares du concept de CU, moteur à vortex, et investis plusieurs millions de dollars. Tu construis plusieurs grandes turbines qui dirigent l'air vers un point et le chauffent à l'aide d'un puissant générateur. Pour donner à ta tornade une plus grande force de destruction, tu électrifies l'atmosphère. Tu peux même contrôler la tornade et changer sa direction à l'aide d'un panneau de commande spécial. Petit savant fou diabolique. Tu arrives donc sur la côte australienne, où se trouvent de nombreux requins de différentes espèces. Pour les forcer à se regrouper, tu dois jeter plusieurs tonnes de viande hachée dans l'eau près du rivage. On te conseille de ne pas le faire à la main. Les requins se ruent immédiatement sur place dès qu'ils sentent l'odeur de la nourriture. Sauf qu'il y a un problème. Ces animaux ressentent les changements météorologiques et ne s'approchent pas du centre de ta tempête. Pour que les requins prennent un tel risque, il faut donc qu'ils soient suffisamment perturbés et affamés. En avant, Dr. Doofenshmirtz.
Tu dépenses encore des millions de dollars pour organiser une pêche industrielle à grande échelle. Tu lances d'immenses filets dans l'eau et, en l'espace d'une semaine, tu t'accapares tous les poissons, crustacés et autres espèces marines susceptibles de servir de repas aux requins. Tu places toutes ces proies dans des aquariums gigantesques et attends que les requins aient faim. Quelques jours plus tard, tu remarques que de nombreux gros poissons se rassemblent près du rivage, en quête de nourriture. Ensuite, tu achètes quelques tonnes de bœuf haché auprès de plusieurs boucheries. Tu les mets dans un grand conteneur que tu soulèves à l'aide d'un hélicoptère et tu déverses la viande à l'endroit où tu vois le plus de requins. Ce déjeuner attire les poissons dans un rayon de plusieurs kilomètres. À cet instant, un grand navire équipé d'un générateur de tornades s'approche du rivage. On ne peut pas s'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Tu démarres les moteurs et de puissants flux d'air chaud s'accumulent dans le ciel. L'électricité jaillit et la condensation crée de la pluie. Un puissant tourbillon commence à se former dans les airs. Tu le contrôles et le diriges vers les requins. Le tourbillon arrache à l'eau des morceaux de bœuf haché. Les particules de poussière se mêlent à la viande et la tornade devient rouge. Burk, je crois que je vais vomir. Tu augmentes la force du vent et tu vois que les requins commencent à s'élever dans les airs. Pour être exact, ils bondissent carrément hors de l'eau pour attraper la viande et la tornade les emporte au passage. Lorsque plusieurs requins se trouvent à l'intérieur du tourbillon, tu les diriges vers le rivage. Les gens courent, horrifiés. Certains requins retombent dans l'eau, d'autres sur la plage. Un requin marteau tombe directement dans la cuisine d'un restaurant côtier et dévore toute la carte. Et oui, ce requin est également un porc. Tu diriges ta Sharknado vers la ville. La tempête soulève les arbres et les voitures dans les airs et arrache les toits des maisons. Certains requins tombent dans les rues. Les gens courent dans toutes les directions. Le tourbillon de requins traverse l'agglomération, dispersant les prédateurs. Bien sûr, ces derniers ne rampent pas sur le sol et n'essaient pas non plus de manger les gens. Ils sont juste en état de choc et ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une Sharknado, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Même dans l'océan, les requins n'aiment pas mordre les gens tant que ça. Toutes ces attaques se produisent parce que les requins les confondent avec des phoques ou d'autres créatures marines qui s'apparentent à de la nourriture. De plus, ces poissons dentus peuvent nager jusqu'aux baigneurs par simple curiosité. Sauf qu'ils sont à présent désorientés et rencontrent de grandes difficultés à respirer. Les poissons ont besoin d'un flux constant d'eau passant par leurs branchies dont elles extraient l'oxygène. Selon l'espèce, les requins peuvent rester hors de l'eau de quelques minutes à 1 heure. À ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas mis en œuvre un plan diabolique, mais une chose stupide qui a fait souffrir un tas de poissons pour rien. Il te faut maintenant tout remettre en ordre. Tu as plusieurs hélicoptères qui peuvent acheminer les requins jusqu'à l'océan. Mais ces derniers s'agitent et claquent des mâchoires de peur. Pour les calmer, tu utilises des fléchettes remplies de sédatifs. Tu aides ensuite les sauveteurs à sangler les requins aux hélicoptères et à les soulever dans les airs. Tu dois même extirper un requin d'un appartement situé au 7e étage. Un autre requin gisait dans le parc. Un requin marteau a encore causé un gros embouteillage sur la route. Et ce requin tigre est tombé directement sur un camion de pompiers. Heureusement, ils ont tous une peau résistante et des muscles puissants qui les protègent. Tu ramasses tous les requins et les ramènes à l'océan. Rien ni personne n'a été blessé, à l'exception d'une chose, ta réputation. Ton plan crapuleux a échoué, et tu dois maintenant mettre au point quelque chose de nouveau. Cette fois, tu comptes créer une chose qui va vraiment détruire l'humanité. Tu vas inventer une chaîne YouTube qui ne diffusera que le même contenu en boucle entrecoupée de publicité. Fine alternative. Tu peux aussi orchestrer une méga inondation d'araignées. Burk. Imagine un monde où, au lieu d'eau, les océans sont faits de méthane. Oui, tu as bien entendu. Au lieu de nager dans de l'eau, tu pataugerais dans du méthane. C'est un peu la version de mère nature d'une boisson pétillante. De tels océans existent à vrai dire sur l'une des lunes de Saturne. Il s'agit de Titan. En fait, le méthane et l'éthane sur Titan jouent un rôle similaire à celui de l'eau sur Terre. Ils circulent dans l'atmosphère et forment des nuages qui finissent par se déverser à la surface. Ils ont été découverts par la sonde spatiale Cassini-Huygens. Et apparemment, toutes les réserves de pétrole de notre planète pourraient tenir dans une seule des flaques de Titan. Même les dunes de sable désertique de Titan recèlent plus de matière carbonique que toutes les réserves de charbon de la Terre. Qui aurait cru que Titan était l'endroit parfait où aller si tu as besoin de carburant pour ta voiture? Maintenant, bien entendu, il y a certaines choses qui distinguent ces lacs de méthane de nos lacs d'eau.
Tout d'abord, la température sur Titan est d'environ moins 180 degrés Celsius. C'est comme si tu te trempais dans une immense baignoire d'azote liquide. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour une journée à la plage, n'est-ce pas? Le méthane est également moins dense que l'eau. Donc si tu allais nager dans un tel océan, tu y flotterais comme un ballon. Le bon côté des choses, c'est que tu aurais beaucoup moins de mal à faire la planche. Ensuite, si nos vagues aquatiques peuvent être assez majestueuses, il est malheureusement impossible de surfer sur celles de Titan. Cassini n'y a pas détecté de grandes vagues. Peut-être est-ce dû au faible vent saisonnier ou au fait que certains de ces lacs sont beaucoup plus petits que nos lacs terrestres, mais nous n'en sommes pas sûrs. Je sais aussi ce que tu penses. Si les océans sont faits de méthane, pourrait-on y mettre le feu? Techniquement, oui. Le méthane est un gaz très inflammable, donc si tu craquais une allumette dans un océan de méthane, tu obtiendrais une flamme assez impressionnante, mais non moins dangereuse. Compte tenu de toutes ces différences, la question se pose de savoir à quoi ressemblerait une planète dotée de tels océans. Eh bien, nous pouvons faire quelques suppositions en observant Titan. Tout d'abord, son atmosphère, composée principalement de méthane, serait incroyablement épaisse. Celle de Titan s'étend jusqu'à 600 km dans l'espace. Et la pression atmosphérique y est 60% plus élevée que sur Terre. Alors si tu as toujours voulu éprouver la sensation de nager dans les profondeurs de l'océan, c'est l'occasion ou jamais. De plus, le méthane est un puissant gaz à effet de serre, qui retient très bien la chaleur du Soleil. C'est pourquoi cette planète se réchaufferait plus vite qu'un sauna. Tu te demandes peut-être alors pourquoi il fait si froid sur Titan. C'est parce que cette lune est très éloignée du Soleil et que sa lumière ne l'atteint pas très bien. Mais si nous plaçons notre planète quelque part au milieu du système solaire, alors la température pourrait même être assez confortable. En fait, des océans de méthane sur une planète pourraient vraiment pimenter le climat. Elle serait alors un terrain propice à la formation de nuages de méthane. Tout comme sur Titan, il pourrait se former une brume orangée, comparable au smog qui envelopperait cette planète de mystère. Il serait difficile d'y voir quoi que ce soit depuis l'espace sans télescopes spéciaux. Et n'oublions pas les tempêtes de méthane qui balayeraient aussi occasionnellement la surface. Tu ferais donc bien d'emmener ton parapluie, mais au moins, ces composés lourds et riches en carbone donneraient naissance à de superbes dunes. Et enfin, la différence la plus importante. Alors que les océans d'eau sur Terre regorgent de toutes sortes de créatures, nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait de la vie dans les océans de méthane sur Titan. Si c'est le cas, ces créatures devraient être très résistantes pour survivre à des conditions aussi extrêmes. Donc, si la vie existe sur une telle planète, elle serait très différente de ceux que nous avons l'habitude de voir sur Terre. Par exemple, les microbes pourraient peut-être s'en sortir. Ces minuscules organismes résistants peuvent survivre dans une grande variété d'environnements, y compris les plus extrêmes. Il est donc possible que la vie microbienne existe dans ces océans de méthane. Et qu'en serait-il de nous et des animaux? Eh bien, le scientifique Robert Zubrin pense que Titan pourrait être l'endroit idéal à coloniser par l'homme au sein de notre système solaire. Selon lui, cette petite lune possède tout ce dont nous avons besoin pour survivre et prospérer. Et si c'est le cas pour cette lune, alors ce pourrait aussi l'être avec une planète entière. Pour commencer, nous aurions besoin d'oxygène pour respirer. Nous pourrions utiliser l'azote et le méthane présents dans l'atmosphère pour créer de l'air respirable et du carburant pour nos fusées. Nous pourrions également utiliser ces éléments pour fabriquer des engrais et faire pousser des plantes. Ensuite, il nous faut de l'eau. Comme ces océans sont faits de méthane, nous ne pouvons pas vraiment y boire. Nous devrions donc trouver ou créer des sources d'eau. Les scientifiques pensent qu'il y en a peut-être sous la surface de Titan, avec un peu d'ammoniac. Nous pourrions l'utiliser pour boire ou créer encore plus d'oxygène. Ainsi, avec toutes ces ressources, nous serions capables de créer une colonie autonome, même dans un endroit où se trouvent des océans inflammables. Un jeu d'enfant, bien qu'il y ait toujours des alternatives. Peut-être pourrions-nous respirer le méthane, c'est-à-dire évoluer vers des organismes qui consomment le méthane au lieu de l'oxygène. Ainsi, nous pourrions développer de gros poumons car il nous faudrait inhaler un volume d'air beaucoup plus important, le méthane étant moins dense que l'oxygène. Mais il s'agit là de pure science-fiction.
Les océans de méthane ne sont pas les seuls océans singuliers dans l'espace. Il s'avère que les mers sur les planètes de diamants peuvent être encore plus étranges. Prends l'exemple de WASP-12b. Cette exoplanète, située à environ 1200 années-lumière, pourrait avoir des océans de goudron. Oui, du goudron. La planète a plus de carbone que d'oxygène, ce qui signifie que sa croûte est probablement composée de choses comme le diamant et le graphite au lieu des minéraux habituels à base de silice tels que le granit. Imagine que tu débarques sur cette planète et que la première chose que tu remarques, c'est que les plages sont couvertes de glu noir. C'est comme si tu te trouvais en plein cauchemar, pris au piège de sable mouvant fait de boue collante. Oublie donc les plages de sable et l'eau cristalline auxquelles tu es habitué. Ici, la purée de poids fait loi. Tes maillots de bain seront remplacés par des combinaisons de protection et tu auras besoin d'une solide paire de bottes pour marcher sur cette surface gluante. Mais en réalité, WASP-12b n'est pas le meilleur endroit où étudier la géologique, quelle qu'elle soit. Il y fait tout simplement trop chaud pour que quoi que ce soit puisse survivre, et encore moins prospérer. Mais il pourrait y avoir des exoplanètes similaires plus petites, où nous pourrions éventuellement vivre. Tu te dis peut-être, des océans de goudron, c'est n'importe quoi. Mais savais-tu qu'il existe un lac d'asphalte naturel de 75 mètres de profondeur ici, sur Terre ? Il s'agit de Pitch Lake, situé à Trinité et Tobago. Il se forme lorsque le pétrole est poussé à la surface et que les composants les plus légers s'évaporent, laissant derrière eux le bitume, plus épais et plus lourd. Et devine quoi ? Ce lac abrite un écosystème florissant de microbes. Alors si tu veux vivre sur une telle planète, au moins tu ne seras pas seul. Tu auras la compagnie des bactéries, des champignons qui adorent se régaler du carbone présent dans l'asphalte, et des archées qui vivent du méthane. Et enfin, il y a des océans de roches en fusion. Imagine un monde où le sol est fait de lave n'est pas seulement un jeu, mais une réalité. Bienvenue sur 55 Cancri, une planète si chaude que tout l'hémisphère qui fait face à son étoile est recouvert de magma. On dirait une scène tirée d'une pochette d'album de heavy metal. Mais ne t'inquiète pas, l'autre côté de la planète est légèrement plus frais, donc tu peux au moins t'éloigner de la lave pour reprendre ton souffle. Si tu te sens d'humeur aventureuse, tu peux toujours faire un saut sur Korot 7b, une autre super terre où l'océan de lave est tout aussi brûlant. Mais cette fois-ci, le côté nuit n'offre pas beaucoup de répit non plus. Il s'y produit des éruptions volcaniques constantes, comme une sorte de feu d'artifice. Les scientifiques sont bien en mal d'expliquer comment ces planètes sont si chaudes et pourquoi elles ne se sont pas encore refroidies. Peut-être qu'elles sont tout simplement très douées pour conserver la chaleur. Ou peut-être qu'elles ont juste un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, il est sans doute préférable de s'en tenir à faire semblant que le sol est en lave sur la terre ferme et de laisser les vraies planètes de lave à quelqu'un d'autre. Cette variété d'océans nous montre que l'univers est toujours plein de surprises. Il ne cesse de nous étonner par sa créativité. Bien que ces océans ne se prêtent pas encore à l'exploration humaine, ils défient notre entendement de ceux qui pourraient bien exister au-delà de notre monde. Alors, continuons à explorer. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien.
Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande, et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid, et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre.
Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons.
Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam ! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains.
il pourrait abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis, mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes. Non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout, tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains.
Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse. Place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites?
Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Essaye d'imaginer ce que ce serait si tu te réveillais un jour et que tout ce qui t'entoure était rose. Et je veux dire littéralement tout, pas juste quelques petites touches ici et là. Non, vraiment tout serait rose. Des murs à ton lit en passant par ton bureau, ton fauteuil et même les vêtements que tu portes. Serais-tu capable de vivre dans un tel monde pendant une semaine entière? Il se peut que ta première pensée soit alors « Il y a un truc qui cloche avec mes yeux ?» Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et même si tu avais un problème de vision, il y a peu de chances que tu finisses par ne voir qu'une seule couleur pour le reste de ta vie. La plupart des daltoniens sont nés ainsi. Même s'il existe de rares cas où cette pathologie se développe plus tard dans la vie. En plus, même les personnes totalement daltoniennes voient tout de même le monde en noir, blanc et gris. En général, si les daltoniens ont des difficultés à percevoir certaines couleurs, leur plus grande difficulté est surtout de distinguer les nuances d'une même teinte. Mais revenons à notre monde tout rose, d'accord? Le rose est-il une couleur spéciale pour notre cerveau? Lorsque nous pensons à des objets roses, nous les associons très souvent à des émotions telles que l'amour et la gentillesse. Dans certains cas, cela dit, le fait de regarder du rose pendant de longues périodes peut même rendre les gens plus agités. Dans le domaine du sport, il est arrivé que des équipes peignent en rose les vestiaires de l'équipe adverse pour tenter de réduire leur énergie et leur performance. Cette tactique a été mise en œuvre par un entraîneur américain qui croyait que des vestiaires entièrement roses perturberaient les esprits des équipes adverses. Et si je te disais que cette nuance spécifique de rose avec laquelle tu t'es réveillé avait des pouvoirs spéciaux? Dans les années 1970, un scientifique nommé Alexander Schoss a découvert une couleur qui rendait les gens calmes et détendus. Après de nombreuses expériences visant à tester les effets de différentes couleurs sur le comportement des gens, il a identifié cette teinte spécifique qu'il a baptisée Rose Schoss. Son étude a démontré que lorsque les gens regardaient une couleur vive, ils perdaient de la puissance dans leurs muscles. Mais lorsqu'ils regardaient du bleu, leur énergie revenait à la normale. Le chercheur en a parlé lors de conférences publiques et l'a même prouvé à la télévision. Il a invité un bodybuilder et a montré qu'il ne pouvait pas faire une seule flexion du biceps après avoir regardé la couleur rose. Schoss était tellement convaincu de sa découverte qu'il a même suggéré que les prisons peignent les cellules de détention en rose pour calmer les gens. 2 agents d'une prison américaine ont testé cette idée et ont constaté que certains détenus devenaient plus calmes après avoir passé 15 minutes dans leurs cellules roses. Quoi qu'il en soit, les études ultérieures n'ont pas prouvé la véracité des recherches initiales de Schoss. Mais cela ne signifie pas que l'on ne peut pas les tester par soi-même. Il n'y a aucun moyen de savoir comment le cerveau réagirait s'il vivait dans un univers rose pendant un jour, une semaine ou même un mois entier. Tout dépend aussi de l'expérience antérieure de la personne avec cette couleur. S'il s'agissait d'une situation heureuse, il se peut que le rose te plaise. Cependant, à partir d'un certain degré, il est aussi probable que ce soit dur pour les yeux. Mais nous ne pouvons pas prétendre que les tons de notre environnement ne nous affectent pas. Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, a développé une théorie de la psychologie des couleurs, également connue sous le nom de théorie jungienne des couleurs. Il estimait que chaque teinte avait une signification différente, quelque part au fond de notre esprit, et qu'elle avait le pouvoir de révéler des pensées plus profondes. Il pensait que les couleurs pouvaient être utilisées pour comprendre les pensées et les sentiments les plus forts d'un individu. Par exemple, il considérait que le bleu était formel et précis, tandis que le vert rendait les gens détendus et patients. En regardant le jaune, les gens devenaient plus sociables. Enfin, si l'on aime la couleur rouge, cela signifie que l'on est compétitif et que l'on a du caractère. Le rose n'est pas la seule couleur dont on a étudié les effets sur le cerveau. Prenons le vert par exemple. Te sentirais-tu mieux si tu évoluais dans un environnement tout vert? De fait, contempler cette couleur peut aider à mieux se concentrer. Des études ont établi que les personnes qui prennent des petites pauses pour regarder des choses vertes, comme des arbres ou de l'herbe, se concentrent mieux sur des tâches ennuyeuses et font moins d'erreurs. Cela s'explique par le fait que le vert est apaisant, facile à percevoir pour nos yeux et notre cerveau.
C'est la teinte que l'on trouve le plus souvent dans la nature. Il n'est donc pas étonnant que la plupart d'entre nous la trouvent tranquillisante. Quant au rouge et à l'orange, ils doivent être utilisés avec modération. Donc, pas de maison orange pour moi, merci. Ces coloris peuvent donner l'impression d'être plus énergiques et plus actifs, mais en abuser peut s'avérer néfaste. Des chercheurs ont conclu que le fait d'être entouré de rouge ou d'orange pendant de longues périodes peut nous rendre irritables. N'oublions pas le bleu. Il peut donner une sensation de calme et de repos, mais aussi de tristesse, surtout dans les teintes les plus sombres. Selon la nuance, se réveiller dans un monde tout bleu peut s'accompagner de son lot de problèmes. Vient aussi le problème de la lumière bleue. Il s'agit du type de lumière émise par les écrans. Elle peut parfois nuire à notre sommeil, car elle peut faire croire à notre cerveau qu'il fait encore jour. Elle peut empêcher l'organisme de produire les hormones nécessaires pour s'endormir aux bonnes heures. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d'éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Qu'en est-il de nos yeux? Regarder la même couleur pendant de longues périodes est-il bon pour nous? Pas vraiment. Si on contemple une couleur durant longtemps, cela peut modifier la façon dont on voit les autres. Dans le passé, les gens utilisaient des écrans d'ordinateur qui avaient de nombreux reflets verts. Comme ils étaient souvent exposés à cette couleur au cours d'une journée de travail classique, ils finissaient par tout voir avec une teinte violette après avoir cessé d'utiliser leur ordinateur. L'explication est simple. La partie de l'œil responsable de la vision du vert était fatiguée. Elle devait compenser avec d'autres parties de l'œil plus fraîches, celles qui sont responsables de voir le rouge et le bleu. Et qu'obtient-on lorsque l'on combine le rouge et le bleu? Du violet. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des écrans d'ordinateur blancs avec des lettres noires, de sorte que ce phénomène se produit moins. Cette altération de la vue s'explique également par l'effet McCullough. Il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque les gens perçoivent un changement dans la couleur d'un objet après l'avoir fixé longtemps. En 1965, Celeste McCullough a découvert qu'en regardant des rayures colorées durant une trop longue période, la vision des choses pouvait s'en trouver affectée durant des mois. Pour son expérience, des volontaires ont regardé des rayures colorées, puis des rayures en noir et blanc. Si on fait cela suffisamment longtemps, on finit par voir les lignes monochromes également en couleur. Tout comme le flash d'un appareil photo peut rendre la vision floue pendant quelques instants, cet effet peut durer longtemps si on regarde les rayures trop longtemps. Est-ce que la couleur que l'on fixe a une incidence sur la vue? Pas vraiment. Rien ne prouve qu'une certaine couleur puisse déclencher l'effet McCullough. L'effet McCullough est plutôt dû à une combinaison de facteurs, tels que des changements dans la façon dont le cerveau traite les informations visuelles, la fatigue des muscles oculaires et des changements dans la manière dont la rétine de l'œil réagit à la lumière. Qu'en est-il de la lumière? Certes, l'exposition à la lumière du soleil est importante pour notre bien-être. Mais tu as sûrement entendu cette phrase depuis que tu es tout petit. Ne regarde pas le soleil en face. Y a-t-il vraiment des preuves que cela affecte nos yeux ou s'agit-il encore d'un mythe? Il s'avère que c'est effectivement dangereux. Lorsque l'on fixe le soleil pendant une période prolongée, la lumière ultraviolette pénètre dans les yeux. Elle traverse ensuite la lentille interne pour atteindre la rétine et le fond de l'œil. Lorsque ce tissu sensible à la lumière est exposé aux rayons UV, il peut être endommagé. On finit alors par voir des taches durant plus de quelques secondes, voire par subir des lésions permanentes de la vue. Ce processus peut se produire rapidement, même en quelques secondes d'exposition directe au soleil.